vous connaissez Notre-Dame. Évidemment, tout le monde a suivi l'incendie de Paris. Eh bien, Emmanuel il va nous montrer le monde numérique au sein de Notre-Dame et sa reconstruction. Emmanuel, il est architecte de formation et depuis plus de 23 ans, il accompagne tous les métiers du bâtiment dans l'adoption des outils numériques comme la modélisation pour faire ce que Autodesk a pu faire avec la reconstruction de Notre-Dame. Merci Anka, bonjour à toutes et à tous. Alors depuis ce matin, on a parlé de beaucoup de guerre, d'intelligence artificielle. Moi, je vais essayer de vous parler de quelque chose de plus apaisant. Je vais vous parler de la reconstruction de Notre-Dame, qui est beaucoup plus positive, même si c'est parti quand même d'un drame. Donc effectivement, je vais vous parler aussi de l'importance du numérique et du BIM. Je vous expliquerai ce qu'est le BIM au service justement de la reconstruction de Notre-Dame. Alors, comme vous le savez, en 2019, le 15 avril 2019, il y a eu un incendie. Donc, travaillant pour Autodesk, qui est une société d'édition logicielle internationale, notre CEO, donc notre PDG, qui est d'ailleurs marié à une Française, a été très ému, comme le monde entier. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait aider à la reconstruction de ce magnifique monument de plus de 860 années. Et du coup, donc nous avons fait un don tout d'abord en cash, mais travaillant en fait dans le domaine du numérique et de l'édition logicielle, nous nous sommes dit que nous pourrions accélérer la reconstruction de Notre-Dame en mettant à disposition un modèle 3D qui allait permettre d'optimiser toutes les phases liées à la construction, à la reconstruction de ce chef-d'œuvre. Alors, la première étape, ça a été de signer un accord de mécénat avec l'établissement, le PRND, qui est l'établissement public en charge de la reconstruction de Notre-Dame. C'est ce que nous avons fait en 2020, dans lequel nous avons défini un ensemble de choses que nous allions mettre à disposition. Donc, il y avait effectivement toute la partie cash, il y avait aussi ce fameux modèle 3D dont je vais justement vous raconter l'histoire. Et il y avait aussi la mise à disposition de personnes compétentes, donc nos équipes notamment consulting, pour former les équipes à utiliser justement ces nouvelles technologies au service de la reconstruction. Alors pour cela, nous avons utilisé un processus dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui s'appelle le BIM. En français, c'est la modélisation des données du bâtiment, et ça consiste à reconstituer une maquette, on va dire numérique, d'un bâtiment qui contient plein d'informations, les quantités, les matériaux et surtout la géométrie. Vous avez aussi le temps à l'intérieur de cette maquette. Et nous, ce projet, au-delà de l'aide qui était nécessaire en fait à la reconstruction de Notre-Dame, c'était aussi un moyen pour nous de repousser les limites de ce processus, puisque le BIM est un processus. Ça nous a permis de repousser les limites du BIM et de faire évoluer nos technologies. Alors pour faire du BIM, la première étape, imaginons que nous soyons ici à l'intérieur du centre de conférence, la première étape a consisté à scanner avec des scanners 3D laser Notre-Dame. Alors ici vous avez les scans qui avaient été effectués en fait avant l'incendie de Notre-Dame, parce que la particularité c'est qu'il y avait un historien de l'architecture, Andrew Tallon, belge, qui avait fait toute une étude, et c'était une chance, toute une étude autour de l'évolution des cathédrales au fil des siècles. Donc nous avons eu la chance de travailler avec une société française qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la rétroconstruction, c'est-à-dire la reconstitution d'un modèle 3D d'un bâtiment à partir d'un nuage de points qui est obtenu à partir de scans laser. Donc vous avez ici l'image 3D, donc c'est un modèle qui contient plein de points qui sont colorisés. Et comme vous le voyez, ça constitue un défi. Donc là, vous avez la vue de haut de Notre-Dame. Ça constitue un véritable défi, puisque comme vous le savez, Notre-Dame, je crois que sa construction a duré à peu près 2 siècles. Et vous voyez que ce n'est pas quelque chose de complètement rectiligne comme des bâtiments contemporains ou modernes. Donc en fait, on a mis en place un processus de ce qu'on appelle donc de rétroconception qui était assez unique,
avec toute la partie scan 3D dont je vais vous parler après, et ensuite la modélisation en 3D, comme on le ferait dans le cinéma ou pour le domaine automobile ou de l'aviation, de cette fameuse maquette de Notre-Dame. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est le modèle post-incendie. Vous avez vu le modèle pré-incendie. Et juste en dessous, vous avez le modèle 3D qui a été généré, reconstitué à partir de ces éléments-là. Il a fallu être, intelligent et choisir un niveau de détail, parce que quand on modélise, on peut modéliser à différents niveaux de détail. On a choisi le niveau juste avant le niveau plus élevé, ça s'appelle un niveau de détail 300, donc c'est le niveau de précision de ce niveau de détail. Donc si on regarde de la gauche vers la droite, vous avez le fameux nuage de points, donc c'est ce modèle légèrement transparent. Vous avez au milieu le nuage de points plus le modèle 3D, vous avez complètement à droite le modèle 3D résultant. Alors c'est aussi un défi qui n'avait jamais été réalisé dans le monde entier. Et ça, notre vice-président international, qui est un Français ingénieur de l'ESTP, il tenait absolument. C'est un modèle haute fidélité de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a été conçu avec Revit, qui est un logiciel qui est largement utilisé dans le monde entier. La plupart des bâtiments que vous voyez autour de vous sont conçus en BIM avec Revit. Et c'est le plus gros modèle BIM qui n'ait jamais été réalisé dans le monde sur un monument historique. Donc ça donne un résultat sans équivalent au niveau mondial de la modélisation des données du bâtiment. Alors évidemment, ça n'était pas réservé uniquement qu'à la cathédrale, mais on avait aussi le presbytère et la sacristie. Et nous avons aussi modélisé tout ce qui se trouve sous la cathédrale. Alors, le scan qui avait été effectué juste après l'incendie avait été demandé aussi par la DRAC, qui est une déclinaison en fait, du ministère de la Culture, ainsi que la préfecture de police, pour essayer d'analyser pourquoi cette magnifique cathédrale avait pris feu. Alors l'intérêt du BIM, en français, modélisation des données du bâtiment, il est divers et varié, au-delà de la reconstruction ou de la construction, puisque c'est utilisé aussi dans le neuf, mais beaucoup en rénovation. Il a un intérêt, donc BIM, Building Information Modeling. Le gros intérêt, c'est aussi la partie, c'est le I du BIM, c'est-à-dire les informations. À partir de cette maquette, on a été capable d'extraire les quantités nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame, comme vous le voyez. Donc on a un niveau de précision, ça c'est souvent une question qu'on nous pose, qui est de l'ordre de 1 à 4 cm par rapport à la réalité. Ça nous a permis de savoir qu'il y avait à peu près 30 000 m3 de pierre, de murs en pierre, 3 925 mètres carrés de toiture en zinc, 186 voûtes, toutes différentes les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez sur cette animation, imaginez que c'est comme si vous aviez un jouet en Lego. En fait, on est capable ensuite de découper de manière dynamique dans ce modèle, à l'horizontale, à la verticale, comme si on découpait un fromage ou un gâteau. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour les équipes qui sont en charge de la reconstruction, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais les ouvriers, souvent sur le chantier, ont du mal à décrypter des plans qui sont en 2 dimensions, c'est-à-dire en vue en plan, ou en vue de façade, ou en coupe, parce que c'est pas évident, même pour certains architectes, parfois c'est pas évident de comprendre la complexité d'un bâtiment. Et en l'occurrence, Notre-Dame, quand on est à côté, vous le savez, si vous êtes allé sur place, c'est un bâtiment d'une taille exceptionnelle. Donc la première étape, à la demande de la préfecture de police et de la DRAC, ça a été le scan en fait de la cathédrale de Paris. Donc c'est un scan qui a commencé juste après. L'un des défis, c'était que vous aviez notamment tout l'échafaudage qui avait complètement fondu. Donc on a été obligé de faire scanner avec des scans laser et des drones aussi. Donc on a cumulé en fait toutes les images qui étaient extraites des drones ainsi que les nuages de points des scans laser 3D. Vous voyez que c'est assez impressionnant. Donc le scan laser, c'est ce que vous voyez sur le trépied sur le côté gauche de cette photo. Et ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la position des endroits. En fait, ce sont les endroits où nous avons mis les scanners sur leur trépied pour pouvoir réaliser ces fameux scans.
Alors, ce que vous voyez là à l'image, bien sûr, c'était avant, c'est ce qui avait été effectué. Le nuage de points qui avait été fait précédemment par Andrew Tallon était légèrement moins précis. Et il y a tout un travail ensuite, c'est exactement comme quand vous prenez des photos de famille, il y a tout un travail qui consiste à venir nettoyer les photos, assembler ces fameux nuages de points, puisque vous avez vu, il y a plusieurs positions de scan laser. Donc en fait, il faut assembler tous les nuages de points qui sont créés, les coordonner entre eux, les nettoyer comme on le ferait dans des outils comme Photoshop, qui sont des outils de traitement de l'image, sauf que là, on utilise des outils qui sont spécifiques aux nuages de points. Donc on a assemblé et nettoyé tous ces nuages de points. Et vous voyez ici, là je vous montre pour vous que vous voyez la différence. Vous voyez ici le nuage de points post-incendie. Ce qui nous a d'ailleurs été très utile parce que la première version du modèle de Notre-Dame, nous l'avions réalisé sur la base des nuages de points pré-incendie. Donc ça nous a permis de mesurer en fait la différence avant et après incendie suite à toute l'eau qui avait été projetée sur Notre-Dame pour pouvoir éteindre l'incendie. Alors un nuage de points, c'est assez ludique dans le sens où on peut découper comme on le ferait sur un jeu, un jouet ou une petite maquette en bois. Et on peut voir, vous voyez, à l'intérieur du bâtiment. Donc là, vous avez une coupe horizontale. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'extraire des documents. Alors, il a fallu aussi développer des outils d'analyse spécifiques. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle des orthophotos. Donc, une orthophoto, c'est une vue orthogonale d'un nuage de points, ce qui permet éventuellement, ce n'est pas l'objectif principal, mais de venir redessiner dessus comme on décalquerait sur un dessin existant. Alors évidemment, les défis d'une cathédrale qui a plus de 860 ans, c'est sa singularité, le fait qu'elle soit déformée, le fait qu'elle ait été construite au fil du temps et qu'il n'y ait rien d'orthogonal. Vous le voyez ici en vue en plan. Et donc, il a fallu développer des stratégies pour venir la modéliser en 3D. En termes de flux de production, ce qu'on appelle scan to beam, c'est-à-dire scan vers beam, vous avez à gauche tout ce qui est capture de la réalité, donc avec des scans laser, des drones, des scans de différentes tailles ou de différentes marques. Vous avez au centre ce que je vous ai expliqué au début de la présentation, le nuage de points, le modèle 3D plus le nuage de points, et ensuite vous avez le modèle 3D seul. Et à la fin, on a aussi pu faire des visualisations avec des systèmes de réalité virtuelle et des lunettes qu'on pouvait mettre pour venir s'immerger à l'intérieur de la cathédrale. Alors l'intérêt de faire un modèle 3D, c'est de pouvoir expliquer d'un point de vue à la fois technique pour les équipes de la reconstruction, les ouvriers sur le chantier, mais aussi pour les décideurs, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage que sont la DRAC, mais aussi la ville de Paris qui est propriétaire de tous les jardins qui se trouvent derrière Notre-Dame. Et aussi la partie marketing, parce qu'évidemment, il faut pouvoir dialoguer avec la population et lui expliquer l'impact que ce chantier allait avoir sur leur quotidien, et aussi expliquer aux ouvriers comment ils allaient pouvoir accéder aux différents endroits du chantier. C'était aussi très utile pour toute la partie analyse des conditions du site, parce qu'évidemment, une fois les échafaudages démontés, une fois tous les vitraux démontés, etc., il a fallu installer de nouveaux échafaudages qui ont été installés par phase. Et là, la troisième dimension a vraiment joué un rôle hyper important. Et la quatrième dimension, qui correspond au temps, a été aussi très, très importante. Donc, vous voyez là, en l'occurrence, l'importance du positionnement à la fois des algécos à l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire les modules de chantier où vous aviez toutes les équipes techniques qui travaillaient, les grues aussi, où on était capable de voir le débattement des grues pour pouvoir aller chercher des matériaux, les déposer à des endroits donnés, ou chercher des matériaux qui arrivaient par péniche, comme par exemple toutes les charpentes, pour venir les déposer au bon endroit. Et aussi quelque chose de très important qu'on ne sait pas forcément, c'est que tous les arbres que vous avez à l'arrière de Notre-Dame sont protégés par les monuments historiques. Donc il fallait s'assurer que l'arrivée des camions n'allait pas détériorer ces arbres qui sont tous numérotés et protégés par les architectes des bâtiments historiques. Quand on parle de BIM et de collaboration digitale, de numérisation digitale, il est important aussi ensuite pour les équipes de pouvoir collaborer entre elles en temps réel. Donc nous, on avait fait quelque chose, on avait mis
en place une plateforme numérique de collaboration. Donc là, en l'occurrence, la nôtre s'appelle BIM 360. Vous voyez, n'importe qui pouvait manipuler la maquette, venir faire des annotations en disant, ben voilà, telle colonne est détériorée, il faudra la réparer pour telle date, etc. Et aussi très intéressant avec ce type de module, c'est qu'on était capable d'accéder à tous les plans 2D, les coupes, les façades, etc. Ça donne ce type de modèle, comme vous le voyez à la fin. Donc on a été capable de reconstituer quelque chose d'extrêmement fidèle et détaillé. On n'a pas modélisé, c'était un modèle structurel, donc on n'a pas modélisé tout ce qui était statue parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, si vous voulez, pour la reconstruction de Notre-Dame. Mais c'est quelque chose d'assez beau et d'assez fidèle et d'assez exceptionnel à voir en réalité sur un écran. Le modèle BIM, comme je vous le disais, le défi, c'est que Notre-Dame, comme vous le voyez sur ces orthophotos, Notre-Dame n'est pas verticale. C'est un peu comme la tour de Pise en moins exagéré. Mais du coup, il fallait trouver les équipes de modélisation 3D, celles qui viennent modéliser avec des genres de formes basiques, des parallélépipèdes, etc. Il fallait trouver un moyen de représenter la réalité. Donc, il fallait développer des stratégies de modélisation avec des creux, en fait, des volumes creux qui venaient creuser la matière de manière à rendre ce côté décalé sur l'axe Z. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors bien sûr, les équipes d'art graphique et patrimoine sont habituées à ce type de choses. Ça nous a permis de détailler aussi certains éléments, comme la rosace nord ou la rosace sud. Mais vous voyez, même si le niveau de détail est extrêmement intéressant et extrêmement beau, on n'avait volontairement pas modélisé tout ce qui était statue. Vous avez ici le transept nord, où vous voyez la différence entre la réalité et l'orthophoto à gauche et ce qui a été modélisé. C'était largement suffisant pour pouvoir travailler au niveau du chantier. Ici, une vue de l'intérieur de Notre-Dame, très important parce que vous verrez dans les cas d'usage que je vais vous présenter ensuite, le modèle de Notre-Dame a été aussi utilisé pour anticiper la future illumination de Notre-Dame, qui était très importante parce que, si vous vous souvenez, Notre-Dame, c'était quand même très sombre, hein, déjà, parce que la cathédrale était quand même assez sale au fil du temps. Elle n'avait jamais été rénovée. Et là, elle a bénéficié d'une rénovation d'ampleur. Et parmi, donc c'était important de reconstituer cette réalité, et parmi aussi les grands défis, il y a eu le défi de la modélisation des voûtes, puisque les voûtes, ce n'est pas simplement un élément géométrique type voûte qu'on va dupliquer 186 fois, de la même manière, c'était 186 voûtes qui étaient toutes complètement différentes. Donc il fallait avoir des éléments 3D suffisamment souples, et ça on a travaillé ensemble avec les équipes d'art graphique et patrimoine, pour pouvoir modéliser cette complexité que vous voyez là parfaitement à l'écran. Donc vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle des meneaux, qui sont les petites colonnettes là, qui supportent en fait les arcs brisés. Il fallait avoir des choses qu'on soit capable de modéliser et de manipuler simplement avec 2 points. Un autre exemple de cette complexité, c'est le chœur et notamment les colonnes qui bordent en fait le chœur de Notre-Dame. C'est pas simplement, vous imaginez un profil auquel vous venez dire, ben voilà, tu fais 10 ou 15 mètres de haut. On a dû le faire en fait par morceaux, parce qu'en fait chaque niveau est différent. Donc une fois qu'on a compris ce principe-là, on peut faire quasiment tout. Donc ici, on a utilisé aussi des scripts de programmation visuelle. Donc il y avait de la programmation qui n'était pas si complexe que ça, mais qui a permis de faire ce que vous voyez ici, donc les voûtes. Donc là, vous imaginez, on regarde par le dessous et on voit la complexité et la diversité de ces voûtes, ce qui est quand même assez magnifique. Donc ici, vous avez la crypte et ensuite, on voit la cathédrale qui se monte de manière dynamique en 3D. Donc on était capable, ici vous avez un écorché, comme on le voyait sur les vieux dictionnaires Larousse, sauf que là, on est en 3D. Et là, on était capable de faire un écorché. On voit bien la charpente, on voit bien la flèche, qui nous ont permis ensuite, ce modèle extrêmement détaillé, d'extraire toutes les quantités, comme je vous le disais, qui ont été nécessaires à la commande des matériaux, à l'anticipation des différentes phases de ce chantier. Et le résultat est quand même assez exceptionnel. On voit à l'arrière les arbres qui ont été volontairement simplifiés pour ne pas alourdir la maquette.
Alors ça peut paraître paradoxal, mais la deuxième dimension est toujours très importante quand on reconstruit un bâtiment de ce type-là. On ne travaille pas forcément tout le temps en 3D. Et pour cela, donc nous, on a utilisé toutes les données qui étaient dans la maquette 3D pour produire des dessins architecturaux. Parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître, en fait, Notre-Dame n'avait pas de plan de coupe de façade. Il y avait des dessins d'architectes, les aquarelles type École des Beaux-Arts que vous connaissez tous, mais évidemment, ça ne correspondait pas à la réalité. La seule réalité possible, c'est quand on fait un scan 3D laser, qu'on en extrait une strate extrêmement fine et qu'on vient décalquer dessus comme on le ferait sur une fenêtre. Donc on a produit un certain nombre de dessins, ça a été demandé par la DRAC et par les équipes en charge de la reconstruction, et ça a servi aux tailleurs de pierre, aux ingénieurs, aux architectes. Il y avait 3 architectes, il y avait des architectes en charge de toute la partie pierre, des architectes en charge de la partie bois et des architectes en charge de toute la globalité de Notre-Dame. Donc du coup, on a été obligé de développer des modèles BIM qui étaient adaptés à chaque besoin. Par exemple, des modèles BIM pour les abords, un modèle BIM Notre-Dame avant incendie, le modèle BIM pour tout ce qui était échafaudage, etc., et le modèle BIM post-incendie, échafaudage, presbytère, sacristie, etc. Alors on a collaboré aussi sur ce projet avec le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est cette organisation parapublique, enfin qui est d'ailleurs moitié semi-public, semi-privé, qui fait par exemple tout ce qu'on appelle DTU, documents techniques unifiés, qui définissent les règles de construction dans le bâtiment en France. Et ce sont eux qui font les études en soufflerie. Par exemple, un exemple, c'est la tour Montparnasse qui a été passée sous soufflerie quand elle a été construite, pour vérifier les éventuelles déformations et la qualité de la structure et sa résistance au vent. On a fait la même chose pour Notre-Dame. À partir de notre maquette 3D, on a fait des études en soufflerie virtuelle, ce qu'on appelle la CFD, Computational Fluid Dynamic. Donc vous voyez, vous avez ces flux de vent et on voit là où vous avez des perturbations éventuelles, ce qui était extrêmement intéressant. On a aussi utilisé ce modèle 3D, toujours le CSTB, pour en imprimer une version 3D et faire une corroboration et vérifier qu'avec un flux réel, eh bien finalement, ça correspondait bien à ce qui était dynamique. C'est ce qui est utilisé, par exemple, dans le domaine de l'automobile, la Formule 1, les voitures de course ou les bateaux. On utilise ce type de principe. Alors, comme je vous le disais, parmi les cas d'usage intéressants, on a eu tout ce qui touche au dimensionnement et à la simulation de l'éclairage à l'intérieur de Notre-Dame. Parce que c'était très très sombre, il fallait s'assurer, une fois qu'elle serait construite, qu'on obtiendrait, donc c'est l'agence Patrick Rimou, ils sont spécialisés en fait dans l'éclairage, et on a fait des études à partir de la maquette de Notre-Dame pour dimensionner et simuler l'éclairage à l'intérieur et s'assurer que tout soit éclairé de manière uniforme et bien entendu belle, c'est évident. L'une des problématiques, vous le savez, sur les chantiers, parce qu'il y a énormément d'accidents tous les ans, et là on fait très attention, nous en France, par rapport à d'autres pays, il y a très peu d'accidents en France, c'était d'assurer la sécurité. Vous voyez sur cet exemple, lorsqu'on venait déposer les charpentes pour les monter, il fallait s'assurer de savoir à quel endroit on pouvait passer. Donc là, il y a une combinaison d'utilisation de documents 2D. Donc sur le côté gauche, vous voyez une vue en plan de Notre-Dame avec les zones en rouge qui sont les zones où il ne faut pas circuler et les zones vertes qui sont les zones où les ouvriers pouvaient passer et les zones de stockage, bien entendu. Il y avait aussi la gestion, bien entendu, des circulations sécurisées, notamment sur tout ce qui est échafaudage. Donc là, vous voyez, on a remodélisé complètement en 3D tous les échafaudages que vous voyez à l'intérieur de la cathédrale. Et bien entendu, petit à petit, au fil du montage, du remontage des voûtes, du montage de la charpente, etc., ils étaient déplacés. Il y avait des couvertures temporaires qui étaient mises en place. Alors bien sûr, sur un chantier comme ça, où le président de la République avait imposé une réouverture en 2024, il fallait vraiment optimiser le temps. Qui dit optimiser le temps, dit optimiser le planning de manière digitale encore une fois. Et vous voyez ici que grâce au modèle numérique, on voit les différentes phases de montage des différents éléments, des montages par exemple des vitraux, etc. Et là, vous voyez de manière dynamique le positionnement. Alors ici, on est sur la phase où on vient monter la charpente. Vous voyez en bas les bateaux, les péniches
avec les fameuses charpentes qui étaient sur les péniches. Et là, le montage, et de manière dynamique, on était capable de regarder sous tous les angles, de manipuler en temps réel tous ces éléments-là. D'ailleurs, les grues étaient elles-mêmes équipées de caméras spéciales GoPro, où les équipes, en l'occurrence CETEC TPI, étaient capables en temps réel de vérifier que tout se passe du mieux que possible. Alors, en termes de prospective, nous, on a travaillé aussi avec... alors là, c'était le diocèse, voilà, c'est ça, pardon, le nom m'échappait parce qu'il y a plein de propriétaires de Notre-Dame, c'était le diocèse en fait. On leur a parlé de jumeaux numériques. À l'heure actuelle, beaucoup de bâtiments, alors je vais faire un petit retour en arrière, le BIM est extrêmement intéressant pour la partie conception, évidemment, puisqu'on a de la 3D, on a plein d'informations, pour la partie construction, parce que comme vous le voyez, on peut gérer le temps, les quantités, la logistique, etc. Mais le BIM a un véritable intérêt parce que ce qui coûte cher sur un bâtiment, c'est pas la phase conception, construction, c'est son exploitation et sa maintenance. Comme vous le savez, c'est là où vous avez le plus gros des coûts. Les études disent que c'est entre 70 et 80% des coûts. Et là, nous, ce qu'on a proposé au diocèse, c'est la mise en place future de ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire un double digital de Notre-Dame qui permettrait notamment d'anticiper les éventuels incendies, les fuites, la position des personnes, si on a besoin d'évacuer en urgence la cathédrale. Un jumeau numérique, vous avez 2 versions, enfin vous avez 5 versions dans l'absolu, mais les 2 les plus communes, c'est le jumeau numérique un peu statique, où vous avez simplement un modèle 3D, et on est capable de regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Et vous avez le jumeau numérique dynamique qui est connecté à des capteurs qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Ici, on a plein de capteurs qui captent plein de choses, la température, l'humidité, etc. Et vu l'incendie auquel on avait été confronté, on imagine bien que s'il y avait eu des capteurs au sein de la charpente, on aurait pu détecter les fumées, le feu, etc. Et on aurait peut-être pu déclencher des sprinklers qui auraient éteint ce feu. Alors ce qu'on a fait, c'est à partir du modèle 3D de Notre-Dame, on a fait un jumeau numérique. C'était un prototype. Et là, vous voyez, jumeau numérique, on est capable d'avoir les informations. Alors là, il n'y a pas la charpente, on l'a volontairement retiré pour expliquer l'intérêt. Donc ce jumeau numérique est issu de la modélisation qui avait été faite pour le chantier. On est capable en temps réel d'aller vérifier ce qui est utilisé en termes d'électricité, si des lampes sont allumées, par exemple, les taux d'humidité à l'intérieur de la cathédrale, la position, vous allez le voir, ici on peut naviguer d'un endroit à un autre, le beffroi, les combles, le rez-de-chaussée, la chapelle, la crypte, etc. On pourra aller à n'importe quel endroit. Vous avez ces dégradés de couleurs qui vous montrent les températures. Alors en haut, vous voyez, on est dans température. On peut voir ça sur toute la journée, sur une heure ou sur un créneau horaire en particulier. Et évidemment, on pourrait voir la position des personnes. Et éventuellement, on pourrait imaginer, donc vous avez le petit plan en haut à droite, on pourrait imaginer de faire évacuer les gens grâce à ce type de système. Alors, ça, c'était certains des cas d'usage qu'on a traités. Il y en a eu plein d'autres, évidemment, sur Notre-Dame, mais là, on a voulu vous montrer les plus importants. Pour finir, on va finir sur une note aussi assez sympathique et joyeuse, c'est les abords de Notre-Dame de Paris. La ville de Paris, on avait travaillé avec elle sur le projet du réaménagement des abords de la Tour Eiffel. C'était un projet d'à peu près 52 hectares, donc il y avait eu à peu près 4 équipes qui étaient un ensemble d'architectes, d'urbanistes qui ont concouru les uns contre les autres. C'est le projet, c'est un projet qui a un des 4 groupements à gagner. Ça n'est d'ailleurs toujours pas en construction, ils ont juste fait la place du Trocadéro et la ville de Paris nous a proposé de travailler avec eux sur le réaménagement des abords de Notre-Dame. Du coup, on a fait toute la remodélisation de ce que vous voyez sur le côté droit, c'est-à-dire la zone qui inclut l'hôpital, la préfecture de police, Notre-Dame, le jardin qui se trouve à l'arrière. Ça représente à peu près 5 hectares. Et l'idée, c'était de faire un modèle 3D que les 4 équipes
ont pu utiliser. Nous, on a intégré leurs solutions à l'intérieur de manière à ce que les membres du jury puissent tous juger sur la même base, parce que souvent, la plupart du temps, vous avez des équipes qui trichent et qui vont modifier les dimensions, qui vont faire des choses super sexy, etc. Là, au moins, on était sûr que les membres du jury pouvaient s'immerger aussi dans les maquettes en dynamique avec de la réalité virtuelle. Et c'est cette équipe, Bureau Bassmetz, qui est une agence d'urbanisme belge, qui a gagné. Et on va terminer sur la belle vidéo de cette agence. Du coup, on a reconstitué vraiment tout en 3D. On a récupéré en partie aussi le modèle de Notre-Dame que vous voyez ici au centre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le parvis que vous avez, où vous avez actuellement un parking, va être transformé en musée. Et tout autour, tout sera ouvert. C'est-à-dire que là où vous aviez un parc, qui était un parc un peu privatif autour de Notre-Dame, finalement, il sera rendu aux Parisiens. Ils pourront se promener, comme vous le voyez. Et il n'y aura plus du tout de système de grille. Du coup, les gens vont vraiment pouvoir bénéficier de cette magnifique cathédrale complètement rénovée. Donc on voit ici, tout ce que vous voyez est en digital, même les personnes, les personnages, etc. Et ce qui avait été mis à disposition à la fois des équipes qui ont jugé, mais aussi des Parisiens, puisqu'il y a eu toute une phase de mise à disposition du public pour leur expliquer comment allait être ce futur jardin à l'arrière de Notre-Dame. Les gens ont été capables de s'immerger justement avec des systèmes de visualisation virtuelle. Et ici, vous avez la pointe de l'île de la Cité. Et vous voyez le niveau de qualité en fait qu'on a pu obtenir. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a eu Tour Eiffel, il y a eu Notre-Dame, mais dans le monde entier, il n'existe pas de modèle aussi complet et complexe d'un ensemble classé monument historique. Donc nous, en tant qu'Autodesk, avec cette possibilité, on a été très honorés de pouvoir y participer. Je conclurai d'abord par une petite anecdote. Vous savez que c'est Viollet-le-Duc qui avait reconstruit la flèche de Notre-Dame et qui avait contribué à sa restauration, qui avait restauré d'ailleurs, c'était le responsable de la restauration de Notre-Dame suite aux dégâts liés à la Révolution française. Il avait mis en place une campagne de moulage à cette époque-là aussi. Vous avez plus de 1000 moulages qui ont été faits des grandes églises, cathédrales d'ailleurs, même des églises beaucoup plus modestes de l'époque romane jusqu'à la fin du siècle dernier. S'il avait eu accès à cette possibilité de faire des scans 3D, il l'aurait certainement utilisé. C'est une manière de préserver aussi le futur pour nos enfants, parce que si on n'avait pas eu ces scans laser de Notre-Dame, mais je pense à la cathédrale de Nantes dont les orgues avaient brûlé juste après, la même année, ou si on avait eu la même chose lorsque les talibans, malheureusement, ont démoli les temples, etc., on aurait pu reconstruire. Donc c'est aussi un devoir de scanner en 3D tous ces beaux monuments, tous nos bâtiments, peu importe leur époque, de manière à pouvoir préserver aussi le futur. Et le BIM et les technologies 3D et le numérique, vous l'avez vu en fait depuis ce matin, et au-delà de l'intelligence artificielle qui est un autre débat, ça permet de construire plus vite évidemment, mieux, d'économiser de l'argent en conception-construction, mais surtout en exploitation, et moins de ressources, donc d'utiliser moins de ressources, et de protéger notre patrimoine à l'avenir qui est très important pour les générations futures, de manière à faire vraiment des choses plus durables et plus agréables. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.